Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je commence bien sûr par... C'est près du micro. Là, c'est mieux. Donc je commence évidemment par remercier vivement les organisateurs de cette journée d'études, de leur invitation qui m'honore et qui me permet de rouvrir un dossier qui m'intéresse, puisque les ENS, l'inspection générale n'ayant rien à voir avec cela, ont eu l'excellente idée de mettre à votre programme les lettres portugaises, en même temps que les questions de l'œuvre littéraire et de l'auteur, et un peu du roman. En tout cas pour ma communication. Excellente idée donc, puisque vous le savez bien, la question de l'auteur des portugaises est restée pendant plusieurs siècles, et elle n'est même pas complètement et partout réglée. Selon que vous serez en France ou au Portugal, dans une salle de Cagnes, ou devant une fiche Wikipédia, vous attribuerez le texte à une religieuse du couvent de Beira au Portugal, Mariana Alcoforado, ou à un Bordelais mort à Constantinople où il était ambassadeur, Gabriel Joseph de Laverne, comte de Guirague, galant esprit et poète à ses œuvres, dont l'œuvre publiée sous son nom, Les Valentins, est d'ailleurs lisible à bien des égards comme l'envers ludique et épigrammatique de cette interlocution érotique dont les portugaises sont l'avers déchirant et définitif. Mais ce serait l'objet d'une autre communication. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas tant cette identité qui engage, bien malgré soi, des questions idéologiques de nation et peut-être de genre. Le statut du texte est tel qu'il y a fierté nationale à le revendiquer pour sa littérature, comme bien sûr des représentations sur les hommes et les femmes peuvent motiver le choix que l'on fait de l'une ou de l'autre auteur. Cette question de l'identité flottante ne m'intéresse pas en elle-même parce qu'elle me semble avoir été tranchée définitivement, malgré Wikipédia et les turiféraires du sentiment lusitanien. J'ai mis sur cette diapositive une présentation que vous pouvez trouver sur Amazon du livre que vous pouvez acheter aujourd'hui en portugais, des lettres portugaises rendues à leur origine. Ce qui m'intéresse donc, c'est que cette identité flottante, cette hésitation qu'il y a longtemps eu sur l'auteur véritable des lettres portugaises, permet d'observer et donc de penser un peu mieux, je crois, la question de l'œuvre littéraire. Pour cela, je place ma réflexion sous le patronage de la phrase de Derrida. Les noms d'auteurs ou de doctrines n'ont ici aucune valeur substantielle. Ils n'indiquent ni des identités ni des causes. Il y aurait de la légèreté à penser que Descartes, Leibniz, Rousseau, Hegel, etc. sont des noms d'auteurs, des noms des auteurs de mouvements ou de déplacements que nous désignons ainsi. La valeur indicative que nous leur attribuons est d'abord le nom d'un problème. Et en l'occurrence, Guirague ou Marianne, c'est pour moi d'abord le nom d'un problème, le problème de l'origine de l'œuvre littéraire, le problème de ce que c'est que l'autorialité. C'est en ce sens que je vous propose de partir à la recherche de cette portugaise qui se trouve au-delà du texte, si vivement au-delà du texte que l'on est allé lui chercher jusque dans un couvent de la région de l'Alentejo, un corps et un état civil, et même un patronyme, et qu'elle n'en est pas encore tout à fait sortie. Voici donc la question autour de laquelle va tourner mon propos. Que nous apprend sur l'œuvre littéraire ce flottement d'attribution d'une religieuse, un galant? Que nous apprend sur la littérature ce statut flottant de la portugaise, cette sœur en Christ et en fiction de Philippe, l'abbé du Miséricorde de Guéraudy? Quel espace mental se dessine avec la figure de la portugaise? Ou, pour formuler autrement cette question, comment comprendre l'effet de présence saisissant qui caractérise ce texte? Comment en rendre compte, l'expliquer et plus encore le penser? L'hypothèse souterraine que je vais faire pour déployer ces questions, c'est qu'à bien des égards, il y a une homologie, peut-être une analogie, entre cette portugaise que dessine le texte et qu'il désigne comme son origine, entre cette portugaise donc et ce que c'est qu'une œuvre littéraire. À tout le moins, me semble-t-il, elles partagent l'une et l'autre certaines propriétés essentielles. Pour essayer de le montrer, je vais mettre en rapport des choses, je crois, bien connues quant au texte et son fonctionnement, avec d'autres textes, d'autres contextes plus ou moins éloignés, susceptibles de nourrir la réflexion en diffractant
cette hypothèse. J'espère ne pas trop enfoncer de portes déjà ouvertes par les excellents cours que vous recevez. C'est toujours le risque dans ce type de cadre, et peut-être, a fortiori, pour une œuvre aussi courte, dont la préface de l'édition au programme est presque aussi copieuse que le texte même. C'est ce qui me conduit à essayer d'attraper le texte de l'extérieur, sans me livrer à une analyse interne que sans doute vous avez conduite ou allez conduire dans vos classes. Je le ferai donc en 3 temps, en passant par 3 extérieurs qui vont nous décentrer de plus en plus apparemment de ce roman, mais je l'espère pour mieux y revenir. Premier point que j'aborderai dans l'exposé, les liens complexes entre conversation, roman et lettres. Cette importance de la parole, matrice commune du roman et de la lettre, sera un premier moyen d'envisager cet effet de présence saisissant qui caractérise ce texte et cette figure de Marianne. Il s'agira donc d'abord, dans ce premier temps, de situer ce roman dans l'histoire complexe des liens entre roman galant, conversation et écriture au XVIIe siècle, pour des raisons qui touchent à la vraisemblance, mais pas seulement. Ça nous conduira dans un deuxième temps à poser une question plus générique en essayant d'approcher ce que j'appellerais le substrat lyrique de l'œuvre. Puisque la première partie, je l'espère, aura montré la prégnance du modèle de la parole, et pas seulement de l'écriture épistolaire, de la parole dans les lettres portugaises, je passerai un peu à la limite en construisant à partir de cette idée de parole la question d'une définition lyrique de l'œuvre, cette parole qui tend vers le chant, nous conduira ainsi à envisager la présence poétique de Marianne, fille des héroïdes antiques ou de la lyrique féminine courtoise, et entendue comme telle jusqu'à aujourd'hui. À partir de là, dans un dernier point, qui sera peut-être le moins rentable en termes dissertatifs, parce que je ferai un gros pas de côté à ce moment-là, je vous proposerai de réfléchir un peu sur les liens entre la littérature et le réel, qui me semblent en partie analysables à partir de cette œuvre. Premier point donc, prenez des notes, ça je crois que c'est ce qu'il y a de plus rentable dissertativement, les liens complexes entre conversation, roman et lettres. Et pour cela, nous allons partir de l'œuvre dans son contexte initial. L'originalité de ce texte, c'est l'hypothèse qui va me guider ici, c'est donner à lire et peut-être à entendre une voix qui semble si proche aux contemporains que la légende Chamy, cet officier qui aurait séduit et abandonné une religieuse dans son couvent portugais, se développe rapidement, même si Marianne ne trouvera de patronyme qu'en 1810. Je me permets de vous renvoyer à la chronologie de fiction d'auteur qui figure dans l'édition au programme. Il me semble que ce qui rend ce texte si puissant, en particulier pour des poètes, j'en redirai un mot tout à l'heure, mais je vous renvoie pour l'instant à Rilke et à l'écho que trouvent en lui les lettres portugaises. C'est 2 choses qui sont liées. D'une part, une représentation du sentiment, d'une vérité extrême, et d'autant plus précieuse que le sentiment est cela même qui échappe à la représentation, si, comme le veut le poète allemand des élégies de Duino, en 1923, nous ne connaissons pas le contour du sentir, mais seulement ce qui le forme du dehors, qui n'a été anxieux, assis devant le rideau de son cœur. Marianne, c'est celle qui nous permettrait d'approcher, de dessiner ces contours du sentir de l'intérieur et pas seulement de l'extérieur, depuis une caractérisation analytique fondée sur une description du comportement ou sur une grille de lecture morale. D'autre part, je disais d'une part une représentation du sentiment d'une vérité extrême, d'autre part, la vérité de cette représentation tient au fait que l'objet est non pas représenté de l'extérieur à distance par le biais d'une description ou d'une analyse externe, mais bien au fait qu'il se donne à entendre directement, in vivo, pour ainsi dire, puisque c'est l'expression directe du sentiment qui s'exprime dès la première phrase, célèbre, emblématique, discutée, considère mon amour, jusqu'à quel excès tu as manqué de prévoyance.
« Ah, malheureux, tu as été trahi et tu m'as trahi par des espérances trompeuses. Une passion sur laquelle tu avais fait tant de projets de plaisir ne te cause présentement qu'un mortel désespoir qui ne peut être comparé qu'à la cruauté de l'absence qui le cause. » Cette première phrase est fameuse, si elle a un peu marqué l'histoire de la critique. Oui, c'est une échelle de célébrité relative, mais disons, à l'échelle de la critique, c'est une phrase fameuse. C'est aussi qu'elle redouble, au fond, le dispositif épistolaire d'un dispositif discursif, le mettant en abîme et le constituant en énigme en même temps. Qui au juste s'adresse à qui et pourquoi, derrière le premier plan qui voit correspondre Marianne avec son mutique amant. Le fait même de poser la question institue la voix de Marianne par-delà le texte qui est à lire. Marianne donne en effet à voir à son amant, dans cette première phrase, une adresse faite à son propre sentiment et le rend ainsi spectateur d'une sorte de psychomachie discursive. La psychomachie, c'est, sur le modèle de l'œuvre du chrétien Prudence, qui inaugure le genre à la fin du IVe siècle, une épopée où s'affrontent les figures allégoriques des vices et des vertus, foi, paganisme, idolâtrie, chasteté, luxure, patience et colère, humilité, espérance, etc., etc. À partir du XIIIe siècle, ce genre de la psychomachie devient le moyen d'une interrogation psychologique et morale du sujet dans le cadre de la littérature courtoise, avec, par exemple, le roman à la rose de Guillaume de Loris. Aujourd'hui, vous trouvez un équivalent burlesque et psychologisé chez Disney avec Vice Versa. Mais en gros, Vice Versa, c'est une psychomachie pour enfants. Les Portugaises s'ouvrent ainsi sur une forme de psychomachie entre raison et amour, et l'amant, comme le lecteur que nous sommes, est lui aussi invité à considérer cet excès d'imprévoyance qui a guidé la religieuse. Il arrive au théâtre, il assiste, dirait Rilke, au lever de rideau d'un discours personnel qui va permettre d'explorer, en même temps qu'une fable se dessine, à l'arrière-plan du texte épistolaire, les retentissements d'une passion dans une âme tout entière saisie par elle. Épistolaire, discours personnel. Il y a là une porosité avec laquelle le texte de Guirag joue pour en tirer des effets de présence particulièrement saisissants. Cette porosité, elle est très ancienne, elle correspond à la définition canonique du genre épistolaire, de l'écriture épistolaire. C'est la définition de la lettre chez Cicéron, par exemple, dans La République. L'épistolaire, l'écriture des lettres, c'est une conversation d'amis absents. C'est une définition qui a été fortement réactivée par les humanistes comme conversation des absents, ainsi Erasme, dans le De Conscribendis Epistolis de 1522, une sorte d'entretien à distance entre amis. Conversation, entretien, on est bien dans la fiction d'une parole vive et partagée, et c'est même ce qui doit guider l'écriture de la lettre, ça c'est ce qui est écrit le traité des genres épistolaires du pseudo-Libanios. Je ne vous l'ai pas mis en grec parce que je n'ai pas réussi à copier-coller des caractères grecs sur PowerPoint. Dans le traité du pseudo-Libanios, vous avez cette formule, on s'exprime, qui dessine un art poétique de la lettre, on s'exprime comme quelqu'un de présent face à quelqu'un de présent. C'est bien, me semble-t-il, ce qu'accomplissent les lettres de la religieuse portugaise, sinon qu'elles s'expriment comme quelqu'un de présent face à quelqu'un d'absent. Et l'emphase de cette présence me semble ici d'autant plus fortement marquée au fur et à mesure que le texte progresse, que l'absence de l'interlocuteur se faisant toujours plus douloureusement sentir, Marianne peut en venir à occuper toute la place. Le texte thématise la séparation des amants et l'absence du français de façon obsessionnelle. C'est aussi de cette façon, me semble-t-il, que l'on peut lire la ponctuation très expressive et rythmique du texte qui le renvoie, me semble-t-il,
indépendamment de l'écart qui existe entre nos façons de ponctuer depuis la seconde moitié du XIXe siècle et celle de l'âge classique, à une diction, à une énonciation, à une prosodie orale, à un phrasé parlé, plutôt qu'au régime d'une lecture graphique. J'évoque ici cette idée en termes rythmiques. Il faudrait élargir à toutes les questions stylistiques par le caractère relâché que revêt l'écriture épistolaire et que souligne déjà Quintilien quand il dessine le genre. J'y reviendrai bientôt, mais je mentionne encore un dernier argument qui apparente ce texte à un modèle oral, qui fait fonctionner ce texte au regard d'une oralité, c'est l'absence d'alinéa à l'intérieur de chaque lettre. Une jeune chercheuse dont je remobiliserai dans quelques minutes les travaux, Émilie Lombardero le souligne dans sa thèse « La langue de la fiction dans la nouvelle historique et galante ». Barbin, qui est le premier éditeur du texte, a plutôt d'ordinaire une pratique moderne, c'est-à-dire qu'il segmente les textes en paragraphes marqués par des alinéas. Dans le cas de la portugaise, il choisit d'éditer le texte d'un bloc. Ça peut être lu, me semble-t-il, je reprends ici la proposition d'Émilie Lombardero, comme cette dimension, comme un indice de cette dimension discursive, de cet effet d'oralité provoqué par les portugaises, puisque cette absence d'alinéa, cette écriture en un bloc, fait jouer le texte dans un rapport direct au continuum de la parole orale. Là où la raison graphique, là où l'écriture, et c'est pour ça qu'on vous demande dans vos dissertations de bien marquer les alinéas et de faire des paragraphes et de ne pas rendre un bloc de 12 pages ininterrompu, là où la raison graphique, elle, utilise l'espace de la page pour disposer le texte et créer à partir de là une forme d'intelligibilité par le regard. Cette intelligibilité par le regard, évidemment, à l'oral, on ne l'a pas, on ne peut pas structurer les choses de cette façon-là. Je résume. La lettre, toute lettre, même réelle, la lettre est une fiction de présence. Le roman épistolaire n'est à cet égard qu'une fiction redoublée. La lettre, toute lettre, feint la présence du scripteur en le feignant locuteur, et par là, elle feint aussi la présence du destinataire. Et c'est peut-être plus vrai encore en latin. Le roman, quant à lui, feint la réalité, l'actualité de ce scripteur. Le dispositif repose ainsi sur le sentiment de réalité que donne la voix mise en lettres. Une voix identifiable, un souffle partagé, un phrasé qui renvoie immédiatement à un imaginaire de la parole qui n'est pas sans rapport avec l'histoire du roman en cette deuxième partie du XVIIe siècle. En cela, le choix énonciatif apparemment singulier que constitue cette monodie dans le paysage romanesque du temps mérite d'être précisé, car il explique pourquoi la voix de Marianne est d'emblée, pour ses lecteurs contemporains, audible et reconnaissable, en quoi aussi elle peut sembler à ce point naturelle qu'on en vient rapidement à l'incarner. Cette fiction de la parole crée un désir de vérité de la scriptrice qui fait que la fiction Marianne prend et existe aujourd'hui encore sur Amazon ou sur Wikipédia. Le roman entretient en effet au cours du XVIIe siècle des rapports complexes avec l'espace oral de la conversation qui est pensable comme une des matrices du roman baroque, du roman long, du roman romance, par opposition à la nouvelle classique, au roman bref, au roman novel. Les travaux de Delphine Denis ont ainsi montré combien c'est un modèle prégnant pour le roman baroque et au-delà. À sa suite, la jeune chercheuse que j'évoquais tout à l'heure, Émilie Lombardero, a montré combien l'histoire du roman, jusque dans le langage qu'il déploie, dialogue sans cesse avec ce modèle réglé de l'oralité mondaine et galante que constituent l'art et la pratique de la conversation. Au XVIIe siècle, en effet, je reviens aux analyses de Delphine Denis, les grands romans baroques, au premier rang desquels celui emblématique de Mademoiselle de Scudéry, Lily, Histoire romaine, mais on pourrait aussi penser à Artamène ou le Grand Cyrus, se construisent en puisant profondément au modèle éthique et esthétique que constitue la conversation.
Ces romans représentent de nombreuses conversations, notamment parce qu'elles sont autant d'occasions et de moyens d'explorer un point de cette casuistique amoureuse qui passionne l'âge galant qu'est le XVIIe siècle. Ils mobilisent pour cela une écriture fortement théâtralisée qui utilise largement le discours direct. Plus encore, ils propagent les valeurs de la conversation, ces valeurs d'agrément, d'enjaillement, en même temps que la rhétorique et l'esthétique de cette conversation qui est, au XVIIe siècle, un art, une pratique sociale codée, sophistiquée, polie et travaillée, qui se déploie dans l'espace mondain des salons. C'est au fond toute la logique même de cet art de la conversation dont le roman baroque hérite. Le travail de Delphine Denis a fait justice notamment de la dimension argumentative que peut aussi par là prendre un roman qui mobilise fortement les lieux du discours pour raisonner selon les codes d'un doquéré sans cesse entrelacé à l'exigence de Moweré et à celle de Delectare. Je ne reviens pas sur ces différents points, dont je pense que vous les connaissez sans doute déjà, non plus que sur la façon dont Thomas Pavel l'avait déjà remarquablement montré sur un autre plan dans son art de l'éloignement. Je ne reviens pas sur la rupture entre roman romance et roman novel, derrière laquelle une forme de continuité existe entre roman baroque et nouvelle. Et cette continuité, elle tient à cette fidélité, à cette scène conversationnelle fondatrice que j'évoquais tout à l'heure. Ce que je voudrais faire plutôt, c'est proposer une hypothèse pour situer les lettres portugaises par rapport à cette filiation-là, cette filiation compliquée du roman baroque et de la nouvelle historique et galante. Ce que montre en effet l'analyse, en grande partie linguistique, d'Émilie Lombardero, et je vous renvoie sur ce point pour plus de détails à l'article que vous pouvez trouver en ligne qui figure en bas de la diapositive. Je vous avais aussi mis la référence d'un des ouvrages importants que Delphine Denis consacre à cette question. Ce que montre donc en effet l'analyse en grande partie linguistique d'Émilie Lombardero, c'est la façon dont la nouvelle maintient un rapport vif à la parole dans l'esthétique qui se déploie à partir des années 1660. Je cite son article. En somme, du roman à la nouvelle des années 1660, et malgré des évolutions indéniables, un même modèle conversationnel semble s'imposer aux auteurs de récits de fiction. Ce modèle consiste à penser le récit comme un produit du discours. Il y a une histoire parce que quelqu'un la raconte, qu'il s'agisse de l'auteur ou d'un narrateur second, ce qui implique que le texte littéraire soit, d'une part, relativement embrayé, même si les indices d'énonciation peuvent être fortement codifiés, et d'autre part, écrit dans un certain style, simple, naturel, censé imiter celui de la parole mondaine. Fin de la citation d'Émilie Lombardero. Or, dans les années 1660, cet héritage se complique par l'affirmation d'un genre dont le rapport à la parole est moins évident, le genre de la nouvelle historique et galante. Et la mention à nouvelle historique, en particulier, est décisive, montre Émilie Lombardero. Ce qu'accomplit ce sous-genre romanesque, qui va prendre la place du roman baroque qui constituait le paradigme de l'écriture romanesque pendant toute la première moitié du XVIIe siècle et même un peu au-delà. Ce qu'accomplit ce nouveau genre, montre Émilie Lombardero, c'est une sorte de refoulement de la parole hors de l'espace fictionnel. Et certains poéticiens de l'âge classique, comme Duplaisir ou Charles Sorel, ne s'y trompent pas. Je cite à nouveau Émilie Lombardero. On pourrait ainsi formuler l'hypothèse selon laquelle l'acte d'écriture à l'origine du récit de fiction commence à apparaître à la fin du XVIIe siècle, non seulement comme distinct du discours oral, mais encore comme un événement autonome, ne relevant pas de la fonction communicationnelle du langage. Fin de la citation. Autrement dit, la nouvelle historique et galante chez Lafayette ou Saint-Réal fait place à une énonciation historique qui regarde du côté de l'écriture, qui suppose l'absence de l'écrivain, plutôt qu'à la parole, qui suppose la présence du locuteur. Elle participerait ainsi à cette exploration de la raison graphique qui prend place sur la scène littéraire dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, et pas seulement dans l'art du roman, ce serait aussi le cas, me semble-t-il, pour ce qui concerne certains moralistes. Raison graphique contre la logique orale, cela conduit à une forme d'intégration des échanges oraux
montre Émilie Lombardero, à l'intérieur du récit par le biais d'une parole narrativisée qui s'y trouve très développée. D'où le titre de l'article qu'elle écrit, et qui reprend un énoncé de Duplaisir qui évoquait les histoires enchâssées et qui disait qu'on ne récite plus dans le roman, réciter au sens de raconter, parler. Au contraire, pourrions-nous dire, en regardant maintenant les lettres portugaises et non la nouvelle historique et galante, en regardant Guirag et non plus Saint-Réal ou Madame de Lafayette dans La Princesse de Clèves. Au contraire donc, avec Marianne, le texte récite, il raconte, il parle, et il récite peut-être même si pleinement qu'on ne croit plus qu'il s'agisse d'un roman. Sans doute peut-on penser ainsi, au-delà de la convention dont rétrospectivement on a du mal à faire l'économie, la façon dont le roman épistolaire jouit d'une vraisemblance extraordinaire. Non seulement la fable de sa fabrication le légitime, l'éditeur a trouvé des lettres remarquables et les communique au public, vous connaissez ce dispositif récurrent qui va durer plusieurs siècles, mais encore le régime de parole qui s'y déploie renvoie aux formes discursives articulées, depuis le début du siècle au moins, à l'expression orale. Ce qui me frappe donc dans le paysage romanesque que je viens d'esquisser, c'est la façon dont, à la fin des années 1660, surgit la voix de Marianne, captée par un genre épistolaire propre à en reconduire le vibrato. On pourrait alors penser le roman épistolaire comme le complémentaire de la nouvelle historique et galante. Il préserverait un espace littéraire pour la parole, d'autant plus nécessaire que, au même moment, la nouvelle historique et galante invente un espace narratif qui relève d'une énonciation masquée, purement historique, si on prend les catégories du linguiste benveniste. Dernière citation de l'article d'Émilie Lombardero, c'est en définitive moins l'apparition de la nouvelle que celle de la nouvelle historique qui semble avoir marqué la rupture avec le modèle conversationnel du récit de fiction, pensé à la fin du XVIIe siècle, soit sur le modèle de l'histoire véritable, soit comme une forme autonome de production écrite dans laquelle la représentation des événements ne passe plus par leur énonciation par un locuteur. Et vous voyez qu'avec Marianne, c'est tout l'inverse. Ce qui prend le premier plan, ce ne sont plus les événements racontés, mais c'est bien la voix qui les raconte. Puisque d'événements racontés, il n'y en a, pour ainsi dire, pas. Ce qui me semble donc constituer un point de passage essentiel entre le roman conversationnel de l'âge baroque et le roman épistolaire, c'est la façon dont ce dernier emprunte à la rhétorique de la lettre la valeur d'une énonciation naturelle et presque négligente. Je reviens à l'argument stylistique que j'avais commencé à mobiliser tout à l'heure en évoquant Quintilien. Le ton familier, presque intime, dépris de la rhétorique des discours publics, religieux, politiques ou judiciaires, caractérise l'écriture de Marianne, dont les codes sont ceux de la conversation du siècle, quant à sa rhétorique, mais aussi quant à son énonciation. Une forme de saturation figurale, un travail incessant du rythme, la façon aussi dont la ponctuation est continuellement émotive, la façon encore dont la progression du propos mime le continuum de la parole orale, pour ne rien dire de l'omniprésence du je et du vous, qui sans cesse relance la fiction d'une présence, de la scriptrice, locutrice. Les liaisons portugaises héritent ainsi de la scène conversationnelle qui servait de matrice au roman pendant la première moitié du siècle. Mais il le fait à un moment où le roman se réinvente comme roman en rompant avec cette scène originelle. Qui plus est, il établit un dispositif dans lequel il radicalise cette dimension discursive par le choix de la forme épistolaire et du monologue. Ces choix nouveaux contribuent, me semble-t-il, à expliquer l'équivoque autour de Marianne et la façon dont la fiction d'auteur prend toute la place de la signature absente de l'ambassadeur auprès de la Sublime Porte, qu'est Guirag. On a du mal à prendre le texte pour un roman, on ne veut pas le prendre pour un roman. Nombreux sont ceux qui s'y trompent au moment même de la publication. Mais c'est également que la parole qui se déploie dans le texte, et c'est en cela aussi qu'elle hérite de l'art de la conversation, est médiocrement une parole narrative. Si les lettres portugaises récitent en effet, il n'est pas sûr qu'elles racontent, car au fond, il n'y a pas grand-chose à raconter. C'est peut-être ce qui fait le caractère frontalier des lettres portugaises, à la fois pleinement héritière du discours romanesque qui précède, ayant basculé ce discours dans une forme qui en concentre certains traits de façon presque douloureuse, au point de ne plus apparaître si évidemment que cela comme un roman. Les trois grandes fonctions que la littérature peut assumer, je commence à annoncer ce que je vais travailler dans ma deuxième partie, raconter, chanter, penser. La première
apparaît ainsi comme la moins développée par le texte de Guirag. S'il se nourrit du modèle conversationnel, certes sous la forme pour nous d'un monologue, ce qui rend très paradoxal cette filiation que je propose, c'est aussi dans la mesure où ces autres fonctions du discours littéraire sont particulièrement mises en œuvre par l'écriture de Marianne, faisant de ce roman un texte assez caractéristique de cette absence de poétique, de ce non-genre continuel qui caractérise le roman, en particulier peut-être à l'âge classique. Vous l'avez compris, nous voici dans mon second point, le substrat lyrique de l'œuvre. Pour rendre compte de ce caractère dégénéré du roman, ce caractère de non-genre du roman qui nous fait parler de trois fonctions possibles pour l'œuvre littéraire, je voudrais reprendre les catégories mises en place par Antonio Rodriguez dans le pacte lyrique, configuration discursive et interaction affective, qui me semble un texte vraiment précieux pour réfléchir à la question des genres de façon plus riche que par la simple description d'un certain nombre de caractéristiques historiques successives. Antonio Rodriguez identifie en effet trois pactes possibles qui résument les trois grandes formes de communication qui existent pour un texte littéraire. L'intérêt de cette théorie est de desserrer la définition de chaque genre, ce qui est particulièrement utile avec un non-genre comme le roman. Et évidemment, ces trois pactes littéraires, le pacte lyrique, le pacte fabulant et le pacte critique, sont complémentaires, égaux et susceptibles de se succéder ou même de se superposer à l'intérieur d'une même œuvre. Selon le texte que vous lisez, selon l'endroit du texte que vous lisez, le texte peut nouer avec vous soit un pacte critique, soit un pacte lyrique, soit un pacte fabulant. Il peut vous promettre de penser, il peut vous promettre de vous raconter quelque chose, il peut vous promettre de chanter, de célébrer quelque chose. Et évidemment, ce n'est pas exclusif, hein. Une même page peut en même temps et chanter, et raconter, et penser, même s'il y a des dominantes qui existent et qui peut-être expliquent que l'on catégorise tel texte majoritairement de tel ou tel côté. Et je vous ai pris cette phrase qui, me semble-t-il, synthétise assez bien la thèse d'Antonio Rodriguez. Le pacte lyrique articule une mise en forme affective du pâtir humain, le pacte fabulant, une mise en intrigue de l'agir humain, le pacte critique, une mise en critique de valeurs humaines. Son ouvrage développe exclusivement la question du pacte lyrique, hein, mais dans son introduction, pour rendre compte de ce pacte lyrique, il propose cette formulation que je trouve très éclairante, et puisque j'indiquais que le pacte fabulant me semblait faible dans le roman de Guirag, je voudrais maintenant évoquer la façon dont ces autres pactes possibles apparaissent dans le livre. Ce qui est frappant dans les lettres portugaises, c'est que le pacte fabulant tenant en presque rien, puisqu'il y a peu d'agir et donc peu de mise en intrigue, c'est ce qui a souvent conduit la critique à rapprocher le roman de Guirag des tragédies de Racine, plutôt que de celles de Corneille. Le relais est pris par les deux autres pactes. Par le pacte critique d'abord, pacte critique qui consiste pour le texte à vous promettre qu'il va mettre en critique les valeurs ou les croyances humaines, puisque l'entrée psychomachique du texte, dont on parlait tout à l'heure, considère mon amour, place le texte entier sous le signe d'une critique morale, d'une analytique des sentiments qui va en envisager, en étudier le déploiement avec soin. J'attire à cet égard votre attention sur l'importance du verbe considérer. La critique s'est beaucoup intéressée à mon amour, mais considérer me semble tout aussi intéressant. Considérer, si on regarde le dictionnaire de Furetière, publié à la fin du XVIIe siècle, c'est s'attacher à regarder avec attention, à examiner quelque chose, mais cela signifie aussi faire réflexion, et encore, estimer une chose pour sa valeur, pour son mérite. Le verbe seul circonscrit déjà tout l'espace critique de la réflexion morale et fait de Marianne un cas d'étude proposé
au lecteur. On en trouve 1000 exemples dans le roman. Par exemple, après l'acmé de l'amour pur, en quoi consiste la fin de la deuxième lettre, au début de la troisième lettre, une analyse serrée des interactions sensibles, sensuelles et sentimentales qui lient et délient les amants. Oui, je connais présentement la mauvaise foi de tous vos mouvements. Vous m'avez trahi toutes les fois que vous m'avez dit que vous étiez ravi d'être seul avec moi. Je devrais m'arrêter à chaque virgule, mais comme je suis en retard, je lis comme un cochon. Je ne dois qu'à mes importunités vos empressements et vos transports. Vous aviez fait de sang-froid un dessein de m'enflammer. Vous n'avez regardé ma passion que comme une victoire, et votre cœur n'en a jamais été profondément touché. N'êtes-vous pas bien malheureux, et n'avez-vous pas bien peu de délicatesse de n'avoir su profiter qu'en cette manière de mes emportements? Et comment est-il possible qu'avec tant d'amour, je n'ai pu vous rendre tout à fait heureux? Je regrette pour l'amour de vous seulement les plaisirs infinis que vous avez perdus. Faut-il que vous n'ayez pas voulu en jouir? Ah, si vous les connaissiez, vous trouveriez sans doute qu'ils sont plus sensibles que celui de m'avoir abusé, et vous auriez éprouvé qu'on est beaucoup plus heureux et qu'on sent quelque chose de bien plus touchant quand on aime violemment que lorsqu'on est aimé. Je ne sais ni ce que je suis, ni ce que je fais, ni ce que je désire. Je suis déchiré par 1000 mouvements contraires. Peut-on s'imaginer un état si déplorable? Bon, on pourrait reprendre le texte pour analyser la façon dont, en s'observant, Marianne se transforme en objet d'étude de la passion, de ses effets, et montrer que ici, le discours, en soulignant l'impossibilité qu'il y a à se connaître dans le trouble de la passion, rend cette passion en partie connaissable. C'est le paradoxe énonciatif, me semble-t-il, sous-jacent dans ce passage. Mais je n'ai pas le temps, et donc je passe au pacte suivant, le pacte lyrique, mise en forme affective du pâtir humain. En réduisant le dispositif narratif à la seule voix de Marianne, en racontant sur le modèle des héroïdes la fable de l'abandon, depuis la voix même de l'abandonné, le texte propose assurément une mise en forme bouleversée et bouleversante de cette expérience d'un amour saisissant, ravissant, dirait Duras, se radicalisant jusque dans son impossibilité sur le modèle de ce pur amour qui traverse la philosophie et la théologie d'Occident en Orient. Deux exemples qui disent cela et sur lesquels je ne m'arrêterai pas, Thérèse d'Avila, qui chante l'infini de l'amour mystique, Jean de la Croix, qui chante le vertige de la dérédiction face à un Dieu absent et la possibilité d'éprouver un amour qui s'épure dans cet abandon même. Et je ne m'y arrêterai pas beaucoup plus, mais puisque je viens de citer Duras en utilisant le terme de ravissement, je ne résiste pas à cette autre formule qu'elle a pour caractériser la littérature comme geste d'invention hors des cadres poétiques réglés à l'avance. Je crois que c'est ça que je reproche aux livres, en général, c'est qu'ils ne sont pas libres. On le voit à travers l'écriture, ils sont fabriqués, ils sont organisés, réglementés, conformes, on dirait. Une fonction de révision que l'écrivain a très souvent envers lui-même. L'écrivain, alors, il devient son propre flic. J'entends par là la recherche de la bonne forme, c'est-à-dire de la forme la plus courante, la plus claire et la plus inoffensive. Il y a encore des générations mortes qui font des livres pudibonds, même des jeunes, des livres charmants, sans prolongement aucun, sans nul, sans silence, autrement dit, sans véritable auteur. Je n'ai pas le temps de commenter précisément, mais c'est une formule qui me semble très intéressante parce qu'elle dit à la fois ce qui a été un dogme de l'avant-garde littéraire de la deuxième moitié du XXe siècle, dans cette rupture d'avec le canon et d'avec la poétique, et en même temps, elle permet aussi de comprendre ce qui maintient des possibilités d'écoute pour un texte comme Les Portugaises, qui peut apparaître, pour les différentes raisons que j'évoquais jusque-là, qui peut apparaître comme n'étant pas fabriqué, et au contraire comme étant doté de cette nuit véritable, de cette véritable autorialité qui, pour Marguerite Duras, caractérise l'écriture littéraire. Et c'est peut-être la force de ce texte, que cette nuit que constitue le véritable auteur s'incarne en Marianne, perdue dans son monologue, par l'intensité constante d'un propos tenu sur cesse à la limite, sur une rupture et sans réponse. Certains d'entre vous ont peut-être vu l'an dernier la Bérénice de Racine, mise en scène par Castellucci au Théâtre de la Ville.
avec Isabelle Huppert, il a fait au fond un choix équivalent à celui de Guirag, en ne conservant, il c'est Castellucci, c'est pas Racine, un choix équivalent à celui de Guirag, en ne conservant de la tragédie de Racine que les répliques de Bérénice, en nous transformant ainsi, nous, spectateurs, à qui Bérénice, Isabelle Huppert s'adresse directement, en Titus et Antiochus, les deux danseurs sur scène étant au fond que des figures stylisées du souvenir avec lequel rejoue Bérénice abandonnée. Pour derniers arguments en faveur de cette dimension lyrique du texte, dont vous le voyez avec ce pas de côté du côté de Duras, je fais le pari qu'il explique en grande partie le fait qu'on continue à lire ce roman du XVIIe siècle, ce qui n'est pas le cas de tous les romans du XVIIe siècle, on peut le regretter. Je voudrais donc, pour faire preuve de cette dimension lyrique du texte, arguer un peu autrement, en faisant un détour par la Belgique et le Paris contemporain. De façon notable, en effet, le roman de Guirag est l'un des seuls, sinon le seul texte narratif, avec toutes les réserves qui conviennent et que je viens d'énoncer, le seul texte narratif du XVIIe siècle qui a nourri l'inspiration de poètes lyriques jusqu'à aujourd'hui. L'édition au programme mentionne Rilke, que nous avons déjà recroisé. Elle cite également Goffet, avec ce texte, Mariana portugaise, republié en 2014, auquel le poète travaille depuis 1983. Et je vous mets ici le texte avec lequel Goffet présente pour les éditions Gallimard la réédition en 2014 complétée de Mariana portugaise. Mariana, pas Marianne, on est bien dans la fiction de la religieuse véritable. Il a suffi à un homme d'aujourd'hui de lire ses lettres dans une certaine solitude pour tomber amoureux de ce visage de femme et pour épouser à travers lui les transports et les douleurs de l'inconnu. Ni glose, ni paraphrase, cette lecture amoureuse est un chemin de croix, et genoux écorchés de l'auteur prouvent qu'il est allé jusqu'au bout de la compassion. Il n'y a pas d'autre relique. Tomber amoureux, les transports et les douleurs de l'inconnu, la lecture amoureuse, le chemin de croix, au bout de la compassion, les genoux écorchés, on est bien, me semble-t-il, dans le pâtir humain qu'un poète lyrique comme Goffet peut reprendre directement. Autre exemple, chez un autre poète contemporain, qui n'est pas que poète, mais qui est aussi un poète contemporain, Olivier Barbaran, dans un récent volume de 2022, publié aux excellentes éditions Les Vents Terniers, De Olviderte Nunca, suite pour André. Et le poète considère ce texte comme une reprise, un redéploiement, une réécriture, une réinvention des lettres portugaises, même si la référence n'apparaît jamais explicitement, et c'est à l'espagnol, il y a une chanson mexicaine qu'il emprunte le titre de son ouvrage. Façon de dire, le coup de foudre, le saisissement, l'abandon, il y a autre chose, donc je vous lis le poème Autre chose. Il y a autre chose que l'aimable compagnonnage, le couple égalitaire s'épaulant tout au long du chemin, les radieux sourires devant les verres bus ensemble, dans les espèces de mangeoires qu'on dévoue sur les trottoirs aux fêtes parisiennes. Il y a l'enlèvement, le tremblement de terre, le rapt qui arrache à soi. Il y a la chute qui est un envol, l'obsession d'un visage. Il y a l'asphyxie, le ciel dévoré par le ciel des larmes, la prière qui ne sait pas ce qu'elle demande, la vie soudain qui n'est que vide, écrit. On a ici un recours à la même scène imaginaire déployée par les Portugaises, dont ici le poète se sert pour chanter, célébrer un coup de foudre et une histoire d'amour impossible dans son existence même. Je suis beaucoup trop long et je n'ai pas encore commencé ma troisième partie. Je vais y venir en passant ces analyses.
je vous renvoie peut-être à l'article de Jacqueline Cerquilline-Toulet dans Femmes et littérature, une histoire culturelle en folio, parce qu'elle montre dans la partie consacrée au Moyen-Âge qu'il y a une poésie féminine qui existe au XVIIe siècle, poésie des femmes poètes d'Occitanie, qui leur permet d'assumer la position de sujet et de chanter alors la trahison, l'abandon, comme dans les héroïdes, et la douleur d'aimer qui succède à la joie. J'aurais aimé montrer qu'on pouvait tirer ce fil en le faisant aussi passer par Louise Labbé, mais je n'ai pas le temps. Dire peut-être que Guirag, héritant de cette tradition, le texte de Guirag héritant de cette tradition, c'est peut-être cette tradition encore qui trompe les lecteurs, renvoyant cette voix féminine à une femme de chair et de sang plutôt qu'à une fiction, par un effet de force du lieu poétique qui permettrait de réfléchir sur les rapports entre définition du genre et définition de la parole. C'est évidemment les gender studies, notamment outre-Atlantique, qui ont souligné cela. Là aussi, je n'ai pas le temps de développer. Je vous renvoie à l'ouvrage fondateur de John Dejean, Tender Geographies, donc consacré au rôle des femmes dans l'invention de la nouvelle française, qui montre comment le lieu poétique dévolu à la voix féminine, c'est bien celui de l'abandon, raconter pour une femme sa version de l'histoire. C'est toujours, dit-elle, un récit de lamentation, la litanie de déploration adressée à l'homme qui a abandonné. Et parfois aussi, montre-t-elle, au XVIIe siècle, les romancières jouent avec ce stéréotype. C'est le cas, par exemple, des lettres amoureuses de divers auteurs de ce temps, de Mademoiselle de Scudéry. Je passe tout cela. J'ai aussi des choses sur la façon dont le roman risque d'efféminer les lecteurs en les rendant téméraires, efféminés et séduisants. Je cite Charles Poré, mais je n'ai pas le temps. Je voudrais quand même dire un mot, même si je vais le résumer en quelques minutes, du dernier point que j'avais prévu sur les rapports entre littérature et réel. Je le fais plus brièvement parce que c'est ce qui est sans doute le plus risqué dissertativement pour un exercice canonique comme la dissertation des ENS, puisque je vais ici, jusque-là, m'abriter derrière la théorie littéraire et l'histoire littéraire, deux cautions sans lesquelles nul discours n'est recevable. Ici, je vais vous proposer une réflexion un peu plus libre en partant d'un texte publié récemment en français, Le journaliste et l'assassin de Janet Malcolm, qui est un des textes emblématiques de ce courant de la non-fiction, si fort et dynamique aujourd'hui outre-Atlantique, et qui est consacré à une réflexion sur le journalisme, mais au-delà de cette réflexion sur le journalisme, à une réflexion sur les rapports entre l'écrivain et la réalité dont il s'occupe, qui explique le fait que Emmanuel Carrère ait préfacé le texte, qui est vraiment passionnant, publié aux excellentes éditions, là aussi du sous-sol. Elle part d'un fait divers. Un homme, Jeffrey MacDonald, ancien médecin militaire, qui est accusé du meurtre de sa femme et de ses deux filles. Fait divers comme Netflix en fait des séries. Ce qui est intéressant, c'est que, entendant parler de ce fait divers, un écrivain sans succès, Joe McGuinness, se dit, mais
il y a là quelque chose que je vais, sinon pouvoir vendre à Netflix, du moins pouvoir vendre à un éditeur, et je tiens là une voie directe pour le best-seller. Donc que fait-il? Il commence à enquêter, il se rend compte très vite que ce qui va lui permettre d'écrire le livre qui s'imposera sur cette affaire, c'est de se rapprocher du meurtrier, enfin en tout cas du suspect. Il se lie d'amitié avec lui, il l'interviewe, il le rappelle, ils correspondent. Pendant tout son procès, il est à ses côtés. Le procès condamne MacDonald, qui est enfermé. McGuinness est effondré de voir que son ami est effondré et tout ça. Et quand il publie son livre, MacDonald a l'effarement de constater que le livre qui est écrit, dont il pensait que ce serait le livre d'un ami, qui expliquerait à quel point c'est une erreur judiciaire et à quel point il est victime de la société, ce livre est en fait un livre à charge et l'accable en expliquant que McGuinness a toujours considéré que MacDonald était un psychopathe qui avait évidemment assassiné sa femme et les deux fillettes. Alors, si ce n'était que ça, il n'y aurait sans doute pas de quoi écrire le journaliste et l'assassin. Ce qui rend l'ouvrage passionnant, c'est que McGuinness, c'est que MacDonald, emprisonné, va faire un procès à McGuinness à cause de ce livre. Et il va le poursuivre pour escroquerie, escroquerie amicale et intellectuelle, et il va gagner son procès. Et au fond, et c'est là que le livre de Janet Malcolm est tout à fait passionnant, ça pose la question de l'éthique du journaliste, ou on pourrait dire de la morale de l'écrivain, puisque au fond, c'est pour s'approcher au plus près de la vérité que McGuinness a fait ce qu'il a fait et a agi immoralement, en tout cas au regard de la morale commune. Ce qui m'intéresse dans ce livre, c'est quelques analyses que propose Janet Malcolm sur cette difficulté qui se trouve dans ces zones frontalières entre l'écriture et le réel. Et je vais en prendre peut-être un point seulement. Je vais passer cette analyse-là. Voilà, pour prendre cet argument-ci, puisque Janet Malcolm a elle-même, au fond, agi avec MacDonald comme McGuinness avait agi avec MacDonald. Et elle raconte: j'ai entretenu une correspondance avec MacDonald entre janvier et novembre 88. Il m'écrivait de longues lettres sur du papier rayé de format 21-27 et je lui répondais par des lettres assez brèves tapées à la machine. Une correspondance est un peu comme une histoire d'amour. Elle se déroule dans un espace réduit, fermé, privé, une feuille de papier dans une enveloppe en est le véhicule autant que l'emblème, et elle est toujours teintée d'un érotisme subtil, mais néanmoins palpable. Quand nous écrivons à quelqu'un de manière régulière, nous nous mettons à attendre ces lettres. Nous sentons l'émotion monter en nous à la vue de l'enveloppe désormais familière. Mais si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, nous admettrons que le plus grand plaisir d'une correspondance se trouve dans les lettres envoyées, non dans les lettres reçues. C'est de notre persona épistolaire que nous tombons amoureux, et non de celle de notre ami de plume, ce qui fait de l'arrivée d'une lettre un événement important. C'est l'occasion qu'elle nous offre d'écrire plutôt que de lire. Deux idées avant d'en venir à ma conclusion. Deux idées que je reprends à l'analyse de Janet Malcolm. Première idée, le fait que en écrivant, on devient un personnage. Il y a une persona qui se crée par le fait même d'écrire, et c'est peut-être parce que dans toute écriture, il y a de la personne et du personnage qu'il est si compliqué de distinguer une correspondance réelle d'une correspondance fictive. Tout épistolier, même réel, s'invente en écrivant. Madame de Sévigné s'invente en écrivant à sa fille, même si Madame de Sévigné existe et sa fille aussi. Elle développe un personnage
qui occupent de plus en plus de place dans l'écriture. Et au fond, c'est peut-être pour cela que l'on se trompe sur Marianne ou sur Guirag. Parce que Marianne, personnage, n'est jamais que un personnage qui s'invente comme personnage, et ce n'est pas très différent d'une personne qui s'invente comme personnage. Peut-être aussi avec cette idée que c'est de soi-même qu'on tombe amoureux dans sa correspondance, et serait la deuxième idée, la mise en valeur du narcissisme à l'œuvre dans l'écriture qui renvoie le sujet à lui-même, qu'il existe ou non, puisque toujours une partie de lui n'existe pas, puisque la condition d'existence humaine relève de la fiction autant que du réel, du fantasmé autant que de l'accompli, du rêvé autant que du réalisé. Guérison narcissique, l'écriture, même amoureuse, permettrait de se découvrir désirable. C'est peut-être cela aussi, la part de nuit dont parle Duras, ce flou et cette opacité qui est le fond de l'écriture même. Voilà en tout cas qui pourrait expliquer doublement pourquoi Marianne finalement renonce à l'écriture, parce que femme, elle s'est trouvée et inventée, parce que religieuse, elle se défait de son narcissisme et accepte de redevenir inintéressante. Inintéressante, c'était l'analyse de la diapo qu'on a sautée. Je vous renvoie à Janet Malcolm sur ce point, qui distingue entre la personne et le personnage, en expliquant que la personne est inintéressante et qu'on ne s'accorde pas toujours la liberté d'être inintéressant. Au fond, peut-être que, retournant à son couvent, Marianne accepte de redevenir inintéressante, et c'est là qu'elle n'a plus besoin d'écriture. Je conclus. J'avais commencé en demandant ce que les Portugaises et la Portugaise dont on croit qu'elle les écrit révélaient de l'œuvre littéraire. Il me semble que c'est finalement cela, qu'une œuvre littéraire n'a pas d'origine. Je ne veux pas dire, bien sûr, qu'elle ne naisse pas à un certain moment, d'un certain auteur, à un certain endroit. Mais je veux dire que cela, que l'histoire littéraire nous permet de connaître et qui n'est pas sans intérêt, j'espère avoir contribué à ma petite échelle à le montrer, n'est pas ce que dit l'œuvre. L'œuvre littéraire, me semble-t-il, renvoie fondamentalement à une absence, et c'est ce qui la lie à l'écriture. Elle se manifeste par un texte lui-même déclinable en hypo et en hypertexte, elle se manifeste par des échos qu'elle trouve dans d'autres œuvres, et je crois aussi dans des vies mêmes. Mais pour autant, elle ne se réduit pas à ce texte. Elle peut survivre à sa disparition, à son altération, à sa métamorphose. C'est cela aussi que nous dit la figure de Marianne, être de fiction promu être historique, religieuse, soliloquent, dont on n'est pas sûr de lire les lettres dans le bon ordre, de la bonne façon, épistolière en quête de la présence de son interlocuteur, amante déchirée par le manque de l'être aimé, interrompant brutalement son texte comme elle le commence, in medias res, alors que tout semble déjà avoir eu lieu. Une œuvre, c'est alors un texte qui renvoie à un au-delà dont il procéderait et qui nous promet ainsi d'accéder à cet au-delà à force de désigner cette absence avec détermination. C'est comme Marianne, un être qui se dérobe en s'offrant, qui nous désapproprie en nous montrant comment s'affronter avec le langage, et si cela ne permet pas toujours de négocier avec l'autre, cela permet parfois de s'éprouver soi-même, c'est-à-dire de se découvrir peut-être comme une intéressante énigme ou comme une inintéressante réalité. Mystique de l'amour, Marianne est aussi une mystique de l'écriture. Et à ce titre, les lettres portugaises seraient un roman de la fin de la conversation. J'avais commencé par dire combien ce roman galant reconduit le modèle oral contre la raison graphique qui se développe alors dans d'autres lieux de la poétique contemporaine. Je nuancerai pour finir cette idée, car il y a bien quelque chose de l'écriture que découvre progressivement Marianne contre l'idée de fantasme d'une présence partagée, sur quoi repose l'échange épistolaire. Écrire devient pour la religieuse le moyen de se mettre à distance d'elle-même, non seulement de se raconter, mais aussi de s'analyser. Dans l'écriture, on ne découvre pas que l'absence de l'autre, on fait aussi l'expérience d'une absence de soi à soi-même. Aventure d'une femme qui, par variation mélodique, lyrique, trouve progressivement son récit et la force d'y renoncer, les lettres portugaises nous présentent la conversion d'un roman maniériste de la conversation et de la parole amoureuse en un roman de l'écriture, l'asymétrie du langage, dans cette correspondance dont nous ne voyons qu'une voix, piège ce langage pour délivrer la religieuse de cette passion érotique et discursive qui l'anime. Comme souvent chez les classiques, le remède est dans le mal. Marianne est une mystique de l'écriture, entre Thérèse d'Avila et Duras, la pratique épistolaire de Marianne et le lent apprentissage de la leçon synthétisée par Barthes, auquel j'empruntais le titre de cet exposé. Savoir qu'on n'écrit pas pour l'autre, savoir que ces choses que je vais écrire ne me feront jamais aimer de qui j'aime, savoir que l'écriture ne compense rien, ne sublime rien, qu'elle est précisément là où tu n'es pas, c'est le commencement de l'écriture. À mon grand dam, j'ai dû sauter quelques analyses et
débordé le temps imparti. Je vous prie de m'en excuser. Merci. Une journée d'études, c'est toujours une course. Surtout à la fois. C'est avec plaisir dans la chose. Merci beaucoup pour ce grand parcours. Il y a quelque temps, Pauline, pour des questions. J'aurais juste une question, puisque à propos du lyrisme, et cette belle citation sur le spectre de la lecture amoureuse que l'on fait d'un texte, mais qu'est-ce qui revient au lecteur, qu'est-ce qui revient au texte pour que ce lien lyrique existe? Enfin, dans quelle mesure un texte critique devient un texte lyrique? Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup justement du côté de celui qui lit Je peux que renvoyer aux travaux d'Antonio Rodriguez. Il y a sans doute une certaine construction de l'œuvre, y compris linguistiquement, avec certaines saturations pathétiques qui facilitent cette chose-là. Après, évidemment, il y a des cas de coups de foudre à distance qui relèvent de la névrose personnelle. Cousin et Madame de Longueville, je pense que ça relève en partie d'une névrose personnelle. En l'espèce, il me semble que pour les lettres portugaises, la configuration même du texte qui réactive un certain schéma bien connu, institue un lecteur comme Goffet en lecteur amoureux, ou institue un lecteur comme Olivier Barbaran en autre religieuse. Le texte dessine des espaces que le lecteur va pouvoir investir différemment. C'est pour ça que je choisissais ces deux poètes qui n'entrent pas dans le lyrisme de la même façon. C'est pas moi, continuer les questions, peut-être une... Non, je continue. Peut-être que le fait que ce soit une religieuse, ça aide, parce que je l'ai frappé de voir à quel point, lorsqu'on parle de lyrisme, on fait référence à la religion et une fois par la foi pour recevoir la grâce. C'est ce que disait Brunetière, que le lyrisme n'a rien d'autre que l'éloquence religieuse du XVIIe siècle laïcisé. Je suis frappé par la façon dont on convoque immédiatement le religieux pour dire le lyrisme. Forcément, si on convoque le religieux, on dit quelque chose qui est un petit peu invisible. Oui, non, ça je ne l'ai pas tellement développé, à part la diapo rapide sur Thérèse d'Avila et Jean de la Croix, parce que j'avais l'impression d'avoir déjà fait des tartines dans la préface, pour montrer que, au fond, la nouveauté du discours galant, amoureux, inventé par Guirag avec la portugaise, vient du fait qu'il recycle, qu'il réutilise, ou qu'il s'inspire, ou qu'il transfère les codes de l'écriture mystique, du côté de l'écriture mystique du pur amour, du côté d'un amour profane. Et de ce point de vue-là, qu'elle soit une religieuse amoureuse, fait d'elle la voie idéale de passage entre l'amour sacré, le discours du pur amour sacré, et le discours de la passion profane. Mais comme j'avais déjà copieusement traité ce point, je me suis abstenu de le recycler une fois encore. On se dit, il y a toujours beaucoup de questions de la part des armoiseaux, de la part des cagneuses et cagneux, qui sont plus silencieux que... Ah, oui. Qu'est-ce que vous voulez entendre par psychomagie? C'est ce genre littéraire qui raconte, c'est une sorte d'épopée allégorique qui raconte le combat de figures qui emblématisent d'abord des vices et des vertus. C'est le cas chez Prudence dans la première apparition du genre, mais ensuite ça devient des textes qui racontent le combat des passions de façon allégorique. C'est pour ça que je renvoyais à Vice Versa, qui vous donne un équivalent contemporain assez clair. Si je faisais une comparaison entre ce genre de la psychomachie et la religieuse portugaise, c'était
les lettres portugaises, c'est à cause de l'ouverture, considère mon amour, etc. Ça fait exister le sentiment amoureux comme une figure qui doit se mettre à raisonner, enfin à qui elle enjoint de raisonner sur ce que ça l'a conduit à faire. Voilà, c'était pour cela que je passais par ce modèle de la psychomagie. S'il n'y a pas d'autres questions, nous allons passer. Remercions à nouveau ici. Je débranche ça. Oui, je vais débrancher.